santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les pays de l'UEMOA misent sur les industries pour booster leur croissance économique. Pour cela, un projet de promotion des PMI a été mis en place au Sénégal et disséminé du côté du Togo. Les précisions dans ce journal. Et puis, première victoire pour le sélectionneur Duarte et première victoire des éperviers du Togo à l'extérieur depuis plusieurs années. Le Togo a battu le Congo par 2-1 pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que c'est ce mardi que le Conseil des ministres s'est réuni à la présidence de la République. Autour du chef de l'État, le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 4 communications. Le compte rendu avec professeur Akoda Ayewou Adam, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 12 octobre 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 12 octobre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté 2 projets de décret relatifs à la mise en œuvre du programme Système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest, SIPAO. Le premier porte création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national d'orientation du programme SIPAO. Tenant compte des menaces sécuritaires persistantes et de la nécessité de mutualiser les ressources pour faire échec à la criminalité transnationale, les États membres de la CEDEAO ont adopté en 2012 le programme Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, SIPAO. Ce projet de décret crée un comité national d'orientation qui supervisera la mise en œuvre du programme. Son adoption permettra aux services impliqués de mettre en place une coordination efficace pour le bon fonctionnement du programme au niveau national. Le second projet de décret porte création du Centre d'information de police du Togo, CIPT, et du Fichier central national des données policières de la République togolaise, FCNDP. Ce système comprend un centre d'information de police du Togo et le Fichier central national des données policières et viendra s'inscrire dans le cadre de la loi du 30 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel. Le CIPT assurera la gestion et le traitement du fichier central des données policières commun au service de la justice, de la police et de la gendarmerie nationale, des eaux et forêts et des douanes. Ce texte s'inscrit également dans la vision du gouvernement de digitaliser les processus et services publics conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la ratification par le Togo de la Convention cadre relative à l'éthique du tourisme présentée par le ministre de la Culture et du Tourisme. Le tourisme est un des leviers du développement économique de notre pays. La présente communication vise à proposer la ratification de la Convention cadre relative à l'éthique du tourisme. Cette convention permettra de renforcer le cadre juridique et de contribuer à l'exploitation professionnalisée du secteur. Elle promeut un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à l'évaluation du patrimoine des médias publics en vue de l'opérationnalisation de l'Office de radio et de télévision du Togo et de la Société de télédiffusion du Togo.
présenté par le ministre de la Communication et des Médias. S'inscrivant dans le cadre de la modernisation et de l'organisation des médias publics, la présente communication a pour objectif d'informer le Conseil des résultats de l'évaluation des médias audiovisuels publics et de solliciter son autorisation en vue de la poursuite du processus engagé. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à l'audit du fichier des boursiers présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans le cadre de la revue périodique de la gestion des bourses, le gouvernement a commandité une mission d'audit du fichier des bourses. Les résultats de cet audit ont permis d'identifier les axes d'amélioration qui feront l'objet de mesures appropriées. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire présenté par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour le compte de l'année 2020-2021, 475 écoles en tout ont bénéficié du programme d'alimentation scolaire permettant à plus de 131 870 élèves de bénéficier d'un repas de qualité nutritionnelle et en quantité suffisante. Ces résultats ont été obtenus grâce à un apport supplémentaire de l'État de près de 980 millions de francs CFA pour un montant cumulé de 2,1 milliards de francs CFA. Au cours de l'année académique 2021-2022, le programme s'étendra à 65 nouvelles écoles avec la poursuite de la création des jardins potagers au sein des établissements. Ainsi, l'extension du programme permettra de couvrir 187 152 élèves, soit 62% de l'objectif de 300 000 élèves bénéficiaires tel que prévu par la feuille de route gouvernementale. Au titre des divers, le ministre chargé des droits de l'homme a rendu compte au Conseil de l'achèvement du processus d'évaluation périodique universelle auquel notre pays a été soumis. Un projet de rapport est finalisé à cet effet et sera déposé dans les prochains jours auprès des instances concernées. Fait à Lomé, le 12 octobre 2021, le Conseil des ministres. Également évoqué en conseil le programme de cantine scolaire mis en place par le gouvernement depuis plusieurs années déjà. Quel est son impact? La question a été posée au porte-parole du gouvernement. Voici sa réponse. Sur la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire a révélé un certain nombre de faits. Vous le notez tout à l'heure, les chiffres sont indiqués. 475 écoles qui sont couvertes aujourd'hui par ce programme-là et qui permet d'avoir plus de 130 000 élèves bénéficiaires d'une alimentation de qualité et une alimentation en quantité. On peut tout de suite mettre en relation ces chiffres-là avec un taux de scolarisation dans notre pays, c'est 95%. Parce que c'est vrai, le chef de l'État a décrété la gratuité de la scolarité, mais ce n'est pas pour autant que tous les élèves avaient les moyens de pouvoir arriver à l'école. Donc, ce programme d'alimentation permet, et là je vais parler des cibles d'abord, permet aux élèves de venir à l'école, de se maintenir à l'école, parce que cela leur permet également de manger en qualité, d'éviter certaines maladies. Donc sur la cible, en tout cas, les résultats que l'on a précisément indiquent un taux de maintien à l'école plutôt élevé, de l'ordre de 90%, et un taux de réussite scolaire aussi qui n'est pas négligeable. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Du côté de l'Assemblée nationale, les députés ont examiné ce mardi le projet de loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo. L'adoption de ce projet de loi permet d'enclencher le processus de mise en œuvre progressive de l'assurance maladie à toute la population. Et nous reviendrons donc sur cette séance plénière dans nos prochaines éditions.
Mieux accompagner le secteur industriel pour accélérer la croissance. L'UEMOA s'y attelle depuis quelques années déjà. Les industriels reçoivent depuis ce matin à Lomé les meilleurs outils pour développer les petites et moyennes industries. Voyons cela avec Sandra Agbotien et Carmen Madjé à Kakbo. Le secteur industriel contribue fortement à la croissance économique des pays. L'UEMOA a initié depuis 2007 le programme de restructuration et de mise à niveau des industries pour mieux les adapter au tissu économique de la sous-région en la matière. Le Sénégal est l'un des 8 pays qui a su développer une approche innovante que la commission de l'UEMOA recommande aux autres pays de suivre. Le modèle sénégalais est ici partagé avec les acteurs togolais. Nous, on appelle ça mise à niveau sectorielle, différent de la mise à niveau groupée, parce que nous, on prend les secteurs, des entreprises d'un secteur ou d'une filière qui ont la même problématique, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes préoccupations. Donc, on les regroupe pour les accompagner. Parce que si on accompagne les entreprises du même secteur, l'impact sera beaucoup plus important. Avec la mise en place de la plateforme industrielle d'Adetico PPIA et l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, la nécessité de tout mettre en œuvre pour accompagner la production industrielle s'impose. On s'est rendu compte avec la phase pilote du programme que ça a seulement profité aux grandes entreprises. Avec le nouveau concept, vous accompagnez un grand nombre d'entreprises en même temps, avec peu de ressources et en un temps record. L'enjeu est donc de taille. Les entreprises togolaises doivent saisir l'opportunité afin d'amorcer le processus d'amélioration de leur compétitivité économique. La 3e conférence régionale des institutions foncières nationales s'est ouverte ce mardi à Lomé. Il est question de sécurisation des droits fonciers communautaires. Les précisions dans ce reportage signé Eliagba Niadao. La sécurité des droits fonciers des communautés locales et autochtones, une préoccupation permanente des gouvernants africains. À cette 3e rencontre régionale des institutions foncières, il est question de donner des moyens aux communautés à la base, de sauvegarder leurs terres, d'en profiter à l'échelle de toutes les couches, hommes comme femmes. Les échanges s'inspirent des bonnes pratiques qui ont déjà cours dans certains pays, le Togo par exemple. Un des objectifs principaux de cet atelier, c'est d'apprendre de l'expérience du Togo pour plusieurs raisons, parce que le Code foncier domanial du Togo de 2018 reconnaît les droits fonciers communautaires et coutumiers, ce qui n'est pas évident dans beaucoup de pays. Et aussi, c'est une approche participative, inclusive, qui reconnaît les droits fonciers des femmes. Avec cette expérience, on va aussi développer des plans d'action pour les 2 prochaines années. Et ces plans d'action-là, ils vont adresser des défis, surtout en matière de droits fonciers communautaires. La gestion efficace, équitable et transparente des terres et des ressources foncières est depuis 2020 inscrite dans la feuille de route gouvernementale. Une sorte d'engagement pour la sécurisation et l'accès à la terre des plus vulnérables. Le Togo a adopté en 2018 le Code foncier domanial. Ce code affirme le droit de la communauté, c'est-à-dire la coutume retrouve sa place, le droit rural retrouve sa place. Celui qui garantit la sécurité foncière garantit également, par voie de conséquence, la paix sociale. À l'issue des travaux, un espace d'échange et de partage sur les différents contextes nationaux et bonnes pratiques sera créé. Santé à présent avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19. À ce jour du mardi 12 octobre 2021, la situation au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 807. 19 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 24 670. 154 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 900 et le nombre de décès est passé à 237. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré hier. Il s'agit d'une personne qui n'était pas vaccinée et porteuse de comorbidité. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
Dans l'actualité judiciaire sur le continent, à présent, la Somalie remporte sa bataille face au Kenya devant la Cour internationale de justice. La Cour a donné raison à la Somalie sur le tracé de la frontière maritime avec le Kenya. Les juges donnent victoire à la Somalie mais rejettent ses demandes de réparation. Les deux pays s'affrontent depuis 2014 devant la juridiction onusienne pour ce tracé de frontière maritime et les ressources en gaz et pétrole sur une surface de quelques 100 000 mètres carrés. Et toujours au chapitre judiciaire, au Burkina, cette fois, le procès des auteurs présumés du meurtre de l'ancien président Thomas Sankara est renvoyé au 25 octobre prochain. Une réponse à la demande de 2 avocates de la défense pour consulter les pièces du dossier. À peine ouvert et déjà renvoyé. C'est finalement le 25 octobre que reprendra le procès de l'assassinat de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara. Lundi, le président du tribunal militaire de Ouagadougou a suspendu les débats pour 2 semaines afin de permettre à la défense de consulter davantage les 20 000 pièces du dossier. En visant à obtenir un délai raisonnable pour examiner les pièces du dossier est une demande qui nous paraissait être fondée dans son principe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant que conseil de la partie civile, nous n'avons pas formulé d'objection particulière. Ils ont demandé 1 mois, le tribunal leur a accordé 2 semaines. Nous estimons que c'est un délai raisonnable. Une requête acceptée pour un procès qui se tient 34 ans après le meurtre du père de la révolution burkinabé. De son caractère historique, problème, il risque d'échapper aux générations futures. Nous estimons que c'est un pan de la grande histoire du Burkina qui s'écrit à travers ce procès. Et pour les générations futures, il aurait été bon que nous ayons des archives fiables, permettre à la communauté mémorielle de ce pays de se souvenir de ce qui s'est passé en 1987 et d'en tirer des leçons. 12 des 14 accusés étaient présents à l'ouverture du procès, manquent à l'appel. Le principal accusé, Blaise Compaoré, et l'ancien adjudant-chef Hyacinthe Kafondo, soupçonné d'avoir été le chef du commando ayant assassiné Thomas Sankara. Demain 13 octobre sera célébrée la journée internationale de la prévention des catastrophes. Le thème retenu cette année lance un appel à la coopération internationale visant à soutenir les pays en développement pour réduire les risques de catastrophes. Les précisions avec Antoinette Romao. Va voir. Des inondations accompagnées de vents violents, des incendies qui consument tout sur leur passage, l'érosion côtière qui refoule les populations chaque année. Autant d'images connues des catastrophes naturelles. Comme de nombreux pays, le Togo fait aussi face aux risques. De janvier à juillet dernier, plus de 11 000 personnes en ont été victimes au Togo. 17 000 ménages en ont souffert. Ce n'est pas fini. En septembre, dans les lacs et le Bas-Mono, plus de 6 000 personnes ont été touchées. Il y a de quoi à s'inquiéter. On sait que les catastrophes ne connaissent pas de frontières et peuvent frapper sans prévenir un ou plusieurs pays simultanément. Eu égard à cette donne, la coopération devient un outil indispensable et un précieux rempart pour les autorités nationales. Une approche conjointe permet par exemple de mettre en commun l'expertise et les moyens de premier secours, d'éviter la duplication de secours déployés et de garantir que l'aide fournie réponde bien aux besoins des populations touchées. Des personnes touchées, c'est une préoccupation pour le gouvernement togolais qui ne baisse pas les bras. Un effort récompensé par le choix du Togo d'abriter le dépôt de matériel de protection civile. Notre pays, pour sa part, s'engage à œuvrer avec détermination pour renforcer les actions de coopération dans le sens d'accroître la résilience des populations et particulièrement celle des communautés vulnérables. Surmonter certes ces risques, mais il faut surtout pouvoir les prévenir. L'enjeu, c'est d'amener les populations à être beaucoup plus capables à faire face à ces risques de catastrophes qui emportent bien souvent des biens, surtout au pire des vies sur leur passage.
Le ministre des Armées porte à la connaissance du public que les candidats dont les noms sont à découvrir dans le quotidien national Togo Presse sont déclarés admis au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT session 2021. À cet effet, ils sont priés de se présenter le vendredi 29 octobre 2021 à 7h à l'état-major général des forces armées togolaises 6 à Guenivé. Et tous ceux qui ne se seront pas présentés après le samedi 30 octobre 2021 à 7h seront considérés comme démissionnaires. La liste sera donc publiée dans le quotidien national Togo Presse et disponible sur le site du ministère des Armées à l'adresse du www.defense.gouv.tg. Et puis dans l'actualité, cette bonne nouvelle enfin des éperviers du Togo. L'équipe nationale de football a battu celle du Congo par 2-1. C'était cet après-midi sur le stade Alphonse Mazemba Deba de Brazzaville. Nous vous proposerons donc le résumé de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et à présent, je vous propose de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mardi. Merci, Monsieur le ministre. L'évaluation du patrimoine des médias publics a été soumise au Conseil. Et j'aimerais savoir comment va se faire cette évaluation, c'est-à-dire du patrimoine des médias publics, et où en est-on actuellement. Et puis, pour finir, quelles sont les ambitions du gouvernement pour ces médias qui sont, en point de vue, la vitrine de notre pays sur l'extérieur. Relativement à l'audit des médias publics, il faut se référer à la communication qui a été présentée le 23 décembre 2020 en Conseil des ministres, visant à requérir l'autorisation du Conseil pour pouvoir réaliser l'audit des médias publics. Et ce travail-là est enclenché en vue d'opérationnaliser 2 nouvelles structures dans notre paysage audiovisuel. Il s'agit de l'Office de radio-télévision togolaise et d'une société de télédiffusion. C'est le fruit de la loi du 30 octobre 2019 qui exige de la part de l'État la création de ces entités-là. Au sein de l'Office, il va y avoir la fusion de la télé et des 2 radios, la radio Lomé et la radio Kara. Et à côté, la société de télédiffusion va se charger exclusivement de la gestion des infrastructures de diffusion. Alors, il y a eu un travail d'audit qui a été effectué par un cabinet qui a été identifié à cet effet. Et ce travail d'audit a été un travail d'abord empirique. Il s'agissait tout simplement de regarder dans le patrimoine de la TVT, de Radio Lomé et de Radio Kara, ce que l'on va mettre ensemble pour créer l'office et de ressortir tout simplement tout ce qui est infrastructure de diffusion que l'on confiera à la société de télédiffusion. Donc ce travail a été réalisé et un rapport a été déposé auprès du ministère de la Communication. Ce sont les résultats de cette évaluation qui ont été présentés en Conseil des ministres pour requérir auprès du Conseil des ministres l'autorisation de poursuivre le processus qui consistera notamment à introduire 2 décrets pour opérationnaliser l'office de radio-télévision et la société de diffusion. Et moi, c'est Gildas Adjakoto de Radio Victoire FM. Ma question relative à l'audit du fichier des boursiers. On veut savoir davantage sur cet audit-là, qu'est-ce qui est ressorti et comment se portent nos boursiers, que ce soit sur le plan national ou international. Et ma dernière préoccupation, c'est relative à comment sont octroyées ces bourses. Relativement à l'audit du fichier des boursiers, il s'agit d'un travail régulier qui est opéré par le ministère de tutelle pour d'abord identifier ceux qui sont bénéficiaires de bourses dans notre pays et de l'évolution de leur scolarité, par exemple. Ça, c'est une première étape qui est réalisée dans cet audit. Mais cet audit permet également d'identifier un certain nombre de points de faiblesse que l'on peut améliorer afin d'atteindre l'objectif qui est assigné aux bourses et qui est d'apporter une aide à un étudiant afin que celui-ci puisse
réaliser ces études. Peut-être qu'il faut d'abord revenir au type de bourse que nous avons. Dans notre pays, il y a différents types de bourses. Nous avons des bourses nationales, nous avons des allocations aussi que l'on appelait dans le temps des aides. Et nous avons des bourses internationales aussi, des bourses qui peuvent être octroyées par le Togo ou alors par la coopération internationale. On a des bourses marocaines, on a des bourses tunisiennes, des bourses chinoises, etc. Et en fonction des différents types de bourses, les critères d'octroi ne sont pas les mêmes. Sur les bourses chinoises, par exemple, les conditions d'octroi sont fixées par les pays qui mettent à disposition de notre pays ces bourses-là. Et une fois que les conditions sont remplies, il faut déposer un dossier. Si vous êtes sélectionné, vous devenez boursier. En ce qui concerne nos bourses, nous avons un certain nombre de critères de l'ordre du mérite, de l'ordre de la situation sociale aussi, de l'origine, etc. Et au fond, cet audit aujourd'hui a révélé un certain nombre de points sur lesquels il faut travailler. A révélé par exemple que notre système d'octroi des bourses est un système statique, un système qui ne prend pas en compte les exigences nouvelles, les réalités nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une feuille de route gouvernementale, par exemple, ou un programme qui exige certaines compétences. Il faut que le ministère ait l'agilité nécessaire pour pouvoir orienter les étudiants vers ces bourses-là, ou en tout cas attribuer des bourses sur ce point-là. Nous avons par exemple une prise en compte relativement faible des personnes en situation de handicap naturel, et il faut adapter le système d'octroi des bourses pour pouvoir répondre à ces sollicitations. Donc aujourd'hui, le challenge qui est offert est celui-là, de transformer un système qui est statique vers un système un peu plus dynamique qui répond aux besoins de l'heure et qui peut démontrer beaucoup d'agilité face aux problématiques. Je m'appelle Hubert Kofi Logan du journal Santé Éducation. Je suis intéressé par la communication relative à la présentation de la situation sur le programme d'alimentation scolaire. J'aimerais savoir, à cette étape de mise en œuvre, quels sont les impacts de ce programme sur d'abord la communauté, ou bien les communautés qui sont bénéficiaires, et sur les établissements qui ont été ciblés, et également sur la cible principale que sont les élèves. La communication sur la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire a révélé un certain nombre de faits. Vous le notez tout à l'heure, les chiffres sont indiqués. 475 écoles qui sont couvertes aujourd'hui par ce programme-là et qui permet d'avoir plus de 130 000 élèves bénéficiaires d'une alimentation de qualité et une alimentation en quantité. On peut tout de suite mettre en relation ces chiffres-là avec un taux de scolarisation dans notre pays, c'est 95%. Parce que c'est vrai, le chef de l'État a décrété la gratuité de la scolarité, mais ce n'est pas pour autant que tous les élèves avaient les moyens de pouvoir arriver à l'école. Donc, ce programme d'alimentation permet, et là je vais parler des cibles d'abord, permet aux élèves de venir à l'école, de se maintenir à l'école, parce que cela leur permet également de manger en qualité, d'éviter certaines maladies. Donc sur la cible, en tout cas, les résultats que l'on a précisément indiquent un taux de maintien à l'école plutôt élevé, de l'ordre de 90%, et un taux de réussite scolaire aussi qui n'est pas négligeable. Relativement aux communautés, il faut là aussi relever les critères qui permettent d'identifier les établissements dans lesquels le programme est implémenté. Alors, ces critères sont, par exemple, le niveau d'éloignement des élèves de l'école, le taux de l'indice de parité genre, par exemple, le taux d'abandon scolaire de façon générale, l'absence de structures aussi socio-sanitaires en proximité. Donc, globalement, ce sont les zones où le taux de vulnérabilité et de pauvreté est élevé, ce sont ces zones-là qui sont concernées par ces programmes. Et ces programmes mettent en lien des
des personnes qui habitent les localités. On les appelle par exemple les mamans ou les papas cantines. Ce sont ces personnes-là qui servent les repas et qui sont rémunérées au repas servi. Ce sont ces personnes qui sont accompagnées pour préparer les repas également. Donc sur les communautés, il y a cet impact-là. Et aujourd'hui, un élément qui n'est pas négligeable, c'est que les commissions qui gèrent les cantines sont composées de parents d'élèves. Et ce sont les COGEP. Et les COGEP jouent un rôle actif dans la mise en œuvre de ce programme-là. Et puisque ces COGEP-là sont issus de la communauté, l'impact, là aussi, n'est pas négligeable. Donc, au total, et pour ajouter d'ailleurs, les différents établissements qui sont concernés par ce programme-là ont rajouté un programme de jardin potager. Et le programme de jardin potager permet aux parents d'élèves, aux élèves, de s'impliquer directement dans la production de certaines ressources qui sont utilisées dans la préparation des repas, ce qui assure ici un circuit très court dans l'achat des produits, et aussi ce qui permet aux élèves de se familiariser avec des techniques agricoles, avec la nature, et d'apprendre, tout en étant utile à eux-mêmes. Donc, sur les communautés, l'impact n'est véritablement pas négligeable. Sur les établissements, le lien aujourd'hui entre les enseignants, les parents d'élèves, les élèves s'améliore autour de l'alimentation scolaire parce qu'il y a un cadre de discussion qui est permanent, qui permet aux uns aux autres de s'impliquer, et les enseignants ont la joie d'avoir leurs élèves continuellement avec eux. Ils rencontrent beaucoup plus facilement les parents d'élèves, ce qui permet une circulation de l'information et une continuité dans l'apprentissage. Donc au total, aujourd'hui, le programme est un programme qui réussit, ce qui permet d'ailleurs au gouvernement d'aller plus vite sur la cible qui était attendue sur la feuille de route gouvernementale, à savoir 300 000 élèves couverts d'ici 2025. Aujourd'hui, on est à 62% de l'objectif. On est en 2021-2022. L'on peut espérer atteindre la cible plus rapidement et la dépasser. Un élément aussi qu'il faudra ajouter, c'est que actuellement, le plat a un coût de revient de 125 francs. En tout cas, il est servi à 125 francs. Et le gouvernement travaille sur certains axes pour réduire la facture à 100 francs, en tout cas cette année, en privilégiant par exemple l'utilisation du gaz dans la préparation des repas, ce qui nous permet d'éviter la déforestation et de favoriser la biodiversité de ce point de vue. Et en réduisant le coût, l'on peut augmenter l'enveloppe pour servir un peu plus d'élèves. Et puis, c'est peut-être le moment d'apporter un élément. Le repas coûte 100 francs, ce qui veut dire que chacun d'entre nous est en capacité aujourd'hui d'offrir un repas à un élève. Et sur ce type de sujet, il est possible de faire consensus et de s'impliquer. Olivier Adja, qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner le secteur touristique et pour aider les établissements touristiques à se relever des difficultés rencontrées aujourd'hui? Aujourd'hui, si l'on s'appuie exclusivement sur la pandémie, on peut dire que la pandémie nous a ouvert à tous les yeux sur le modèle de tourisme que nous pratiquions jusqu'à présent. Un modèle qui était complètement extraverti, qui était tourné vers l'extérieur justement, et qui s'est effondré dès lors qu'on était dans l'impossibilité d'attirer les clients de l'extérieur. Donc une convention comme celle-ci nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Et c'est le message, ou en tout cas c'est l'engagement du gouvernement et le travail que le gouvernement est en train d'opérer aujourd'hui. De nous recentrer sur nous-mêmes, de valoriser nos richesses touristiques et de valoriser le tourisme interne d'abord, parce que c'est celui-là qui crée plus facilement des richesses. Le tourisme éthique s'appuie sur la préservation de la biodiversité, la protection de l'environnement, l'inclusion sociale et les différentes actions qui sont aujourd'hui en réflexion au niveau du ministère du Tourisme et de la Culture. Ces différentes réflexions tendent à mettre autour d'une table les acteurs du secteur. Il y a eu une revue qui a été réalisée sur les sites touristiques récemment par le ministère, et le gouvernement n'est pas en position de prendre des mesures et de les imposer. C'est la raison pour laquelle le travail est d'abord un travail en synergie pour identifier les mesures les plus pertinentes pour relever le secteur.
Ministre, moi je reviens avec le CIPAO. Comment va-t-il fonctionner en termes de sécurité pour la sous-région et aujourd'hui pour le Togo? La sécurité, vous le disiez très bien, c'est la clé. Lorsqu'on souhaite se développer, l'on ne peut pas avancer dans le désordre ou dans le tumulte. Il faut certainement partir du contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'il y a une persistance de la criminalité. Il y a une évolution même dans les menaces qui deviennent disparates. On a le terrorisme, on a l'extrémisme violent. Ça, c'est véritablement le contexte actuellement. Donc, une fois que l'on a identifié un tel contexte, il faut s'assigner des objectifs. Et les objectifs, c'est combattre efficacement cette criminalité organisée et de façon mutualisée, parce que la criminalité, elle est désormais transfrontière. Cela est bien indiqué. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, les moyens à mettre en œuvre sont divers. Et aujourd'hui, la CEDEAO, auquel il faut rajouter le Tchad notamment, a signé depuis 2012 un protocole d'accord qui porte la création d'un système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest. Alors, le système d'information policière d'Afrique de l'Ouest a pour ambition de centraliser le maximum d'informations sur les affaires pénales, les personnes qui ont pu les commettre, les objets qui ont été impliqués dans la commission de ces infractions, et de les mettre à la disposition des différentes polices, d'abord à la disposition de notre police pour pouvoir traquer les criminels, et aussi de pouvoir partager les informations afin d'endiguer ou de réagir de façon plus rapide et plus efficace face à ces situations criminelles. Donc c'est un système électronique, un peu comme Interpol là. Donc on a une espèce d'Interpol à l'échelle sous-régionale qui est en connexion avec l'Interpol à l'échelle internationale. Donc 2 niveaux d'information pour pouvoir lutter contre le crime. Mais attention, aujourd'hui il s'agit d'avoir un fichier pour aller vite, mais nous avons pris le parti dans notre pays de créer ce fichier-là en toute transparence et en toute corrélation avec la loi du 31 octobre 2019 qui protège les données à caractère personnel chez nous. Donc, on a des personnes qui sont identifiées pour inscrire que ce soit les affaires, les personnes soupçonnées, les objets qui ont été impliqués dans la commission de l'infraction, etc. Et on a des personnes qui sont identifiées pour la consultation et des personnes qui sont destinataires de ces informations-là. Ça peut être des magistrats, ça peut être des policiers. Ce qui fait que le système est sécurisé pour protéger les citoyens, mais il est également mis à disposition de notre police et des polices sous-régionales, dans un cadre là aussi bien déterminé, pour pouvoir traquer efficacement les criminels. Monsieur le ministre, nous aimerions revenir sur la question concernant le programme d'alimentation scolaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire la chaîne de production, c'est-à-dire de la terre à la table, comme on le dit? Quelle est la garantie de qualité de l'aliment qui est servi à l'élève en fin de compte? Et nous aimerions également savoir quel effet positif ce programme peut avoir sur la consommation locale. Nous sommes aujourd'hui dans le processus de promotion de la consommation locale. Quel effet ce programme peut avoir sur ce processus? Dans le programme alimentation scolaire, il y a un certain nombre d'institutions qui interviennent. Il y a évidemment l'État qui intervient, il y a des organisations non gouvernementales qui nous accompagnent. Il y a, j'ai parlé des associations de parents d'élèves, il y a les établissements eux-mêmes, mais il y a la COGEP, dont je vous ai parlé plus haut. Et relativement à la qualité et à la quantité, c'est la COGEP qui a la responsabilité d'assurer la qualité et la quantité. Évidemment, lorsque la COGEP a besoin de vérifier plus loin ou plus largement la qualité, la COGEP peut s'adresser à des laboratoires spécialisés pour assurer cette information-là. On a des denrées périssables et des denrées non périssables. Les denrées non périssables sont achetées et stockées durant un délai légal qui est établi. Les denrées non périssables le sont également et on permet aux mamans cantines, sur l'autorisation des COGEP,
d'aller acheter ces denrées périssables au marché et de pouvoir les utiliser. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ambition jardin potager qui nous permet véritablement de réduire le circuit de distribution et de nous assurer encore un peu plus de la qualité de ce qui est utilisé dans la confection des plats au bénéfice de ces élèves-là. Et mécaniquement, l'objectif, c'est de promouvoir le consommé local. Tout ce qui peut être produit sur place et utilisé dans la confection des plats est privilégié. Ce ne sont que les denrées que nous ne produisons pas et que nous ne pouvons pas, dont nous ne disposons pas, qui sont achetées. Parce que, évidemment, ces denrées-là que nous produisons sont moins chères et cela nous permet d'avoir un peu plus d'efficience dans la gestion des ressources. Donc, le consommé local est véritablement au cœur de la réflexion sur l'alimentation scolaire, mais au-delà, il y a une approche pédagogique qui n'est pas négligeable dans l'approche. C'est de démontrer à nos élèves que nous pouvons consommer ce que nous avons sur place et aussi que ce qu'ils consomment ne tombe pas du ciel, ce qu'ils consomment émane de la terre à côté d'eux et que ceux qui font le travail de production sont des personnes valeureuses et qu'ils pourraient saluer ainsi. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.